Bonjour, bonjour. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu. Voilà, je suis donc, je travaille à la rédaction de France 2, mais je suis une jeune. J'ai ouvert un bar quand j'avais 23 ans. Je suis une punk parce que je voulais diffuser de la musique que je n'entendais nulle part ailleurs. Donc j'avais envie de liberté et d'écouter de la musique. Les radios libres appartenaient aux trentenaires, donc c'était déjà très vieux pour moi. Et donc du coup, j'ai ouvert un bar où je pouvais diffuser la musique que j'écoutais partout. Enfin, que j'écoutais pas partout d'ailleurs. Et donc j'étais une des premières DJ dans les années 83. Dans les années 80, j'étais une des premières DJ. Voilà, donc je suis donc une punk. Et finalement, comme j'adorais la musique, j'ai fini à la télévision. Parce que je n'avais pas de diplôme, donc j'ai fini à la télévision. C'est toujours comme ça, quand on ne fait rien à l'école, on finit à la télévision. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on finit sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne suis pas là quand même au nom de France Télévisions. Je suis vraiment là d'une manière individuelle parce que d'abord, je n'ai pas de carte de journaliste, bien que j'ai travaillé depuis plus de 25 ans avec les plus grands de la rédaction, hein, les plus grands reporters, enfin Martine Laroche-Joubert, Thierry Tuillier, qui est maintenant directeur de l'information du groupe TF1. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement parce que j'arrive pas à respirer. Donc, donc je suis punk. Et comme Mathieu Pigasse, par exemple, qui est un des médiavores. Hein, donc je vais vous parler d'abord des médiavores, de ceux qui achètent, qui investissent dans tous les médias. Que ce soit effectivement... Alors, donc Mathieu Pigasse, c'est les Inrocks, Télérama, bon, Rock en scène, l'Huffington Post et Melty aussi sur le web, avec une multiplicité, 13 petits sites. Vous avez tout, hein, Melty Fashion, Melty Style, Melty Buzz, Melty Food, Melty Campus, enfin tout. Et avec son copain Xavier Niel, il a le groupe Le Monde, donc l'Obs, Télérama, Courrier International, Rue 89, Media One. De son côté, Xavier Niel, il a Atlantico, Causeur. Je vous invite à aller voir un petit peu de quoi parle Causeur sur le web. C'est assez intéressant en fait, ces deux personnages. Ce ne sont pas les seuls, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Drahi, il y a Bouygues, il y a Lagardère. Enfin, il y en a plein d'autres qui évidemment investissent dans les médias. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que justement, ils investissent en fait dans ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas de message. Ils cherchent à investir partout, à pouvoir maîtriser un petit peu partout leur pouvoir, à investir leur pouvoir. Donc après, il y a effectivement des médias libres, comme le Média, comme Mediapart. Mediapart, pas tout à fait libre. Mediapart, il a donc effectivement des abonnés, il marche avec un système d'abonnés, hein, et de gens qui achètent l'abonnement. Il faut savoir quand même que tous ces groupes-là, que ce soit les médias indépendants, tous les médias sont abonnés à ces médias indépendants. Donc ça leur fait aussi des abonnés. Je voulais revenir à Mediapart parce que Mediapart, c'est très intéressant parce qu'à la sortie de Le Média, vous savez, qui est accusé de évidemment soutenir les Insoumis, donc Jean-Luc Mélenchon. Donc Le Média, quand on a annoncé sa sortie, donc c'était au mois de novembre, donc il y avait une émission sur C'est à vous, où Edoui Plenel, donc le directeur de Mediapart, commence à dire que le média s'est inspiré de Mediapart.
qu'il n'y a pas de milliardaires qui financent ce média, sauf que il y a SAM. SAM, c'est la Société des Amis de Mediapart. C'est-à-dire que dans la Société des Amis de Mediapart, il y a 47 personnes, 47 gens de pouvoir, dont Xavier Niel, par exemple. Donc on ne peut pas dire qu'il est très indépendant, n'est-ce pas? Donc voilà, on était à Mediapart. Aujourd'hui, Mediapart a 140 000 abonnés. Et tous les médias qui sont indépendants fonctionnent sur un système d'abonnés. Et là, on commence à devenir justement à participer, à demander aux gens de participer, à devenir des vrais journalistes. En fait, tout un chacun aujourd'hui peut devenir un journaliste et participer à un média, comme par exemple le média, ou dans plein de petits médias qui se sont ouverts, où on a l'information participative. Et donc tout un chacun devient un journaliste. Et voilà. Alors je voulais revenir un petit peu sur l'indépendance, sur mon expérience en fait. Sur mon expérience, ma vraie expérience, auprès des journalistes, c'est-à-dire par exemple... je me souviens c'était en 2009, donc je travaillais dans ce grand service du Pool. Il était 19h45, donc on était à un quart d'heure du 20h. Et je vois le journaliste qui arrive très énervé. Alors, il faisait un sujet très intéressant quand même. C'était un sujet sur Sarkozy et donc je ne sais plus et voilà et je le vois très énervé et en fait je comprends que sur le conducteur ils ont trappé le sujet. Et là, je le vois, c'était pas du tout son habitude d'être comme ça. Et tu as toute l'équipe autour, les rédactions en chef du 20h qui arrivent. Et donc, ils avaient trappé son sujet parce qu'ils ne le trouvaient pas assez construit, pas assez argumenté et trop compliqué. Et il a retravaillé son sujet. Il est passé quelques semaines plus tard. Tout ça pour illustrer quand même la liberté du journaliste individuel, parce que malgré tout, c'est quand même un combat à chaque fois, même pour un journaliste qui est d'un grand média, où justement on ne peut pas prendre de risques. Justement, ces risques-là, je m'amène à vous parler d'Élise Lucet, évidemment, donc Cache Investigation, complément d'enquête, je ne sais pas si vous avez un peu suivi. Donc Élise Lucet a des procès régulièrement, c'est-à-dire que sans arrêt, comme ça, Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, les Votirox. Elle raconte, Élise, qu'avant de diffuser un reportage de Cache ou de Cache Investigation ou d'autres choses, le service juridique de France Télé, on a un gros service juridique avec des gens très compétents. Chaque mot est pesé, relu 4 fois, revu 4 fois. On fait des propositions, on change tel mot. Enfin, je veux dire, rien n'est laissé au hasard, rien du tout, pour éviter justement ces procès. Nous avons du pouvoir à cause de ce service juridique, mais n'importe quelle boîte de production, d'information ou de reportage n'a pas les épaules pour pouvoir contrer une mise en examen ou un procès. Ils ferment leur boîte au bout d'un procès. Ce n'est pas la peine de continuer comme ça. Donc là, la dernière, c'est Bolloré. Donc Bolloré qui l'a accusé de diffamation.
et donc qui demandait 50 millions de dommages et intérêts, et qui a été débouté, et qui donc doit aujourd'hui, on espère récupérer 100 millions d'euros. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc ils essayent de se défaire quand même tous et d'avoir un pouvoir. Ils se sont tous organisés quand même. Il y a plusieurs choses assez intéressantes, mouvements assez intéressants. Par exemple, la journaliste maltaise qui a été assassinée, il y a 43 journalistes de 15 pays qui se sont mis ensemble pour justement dénoncer. Donc ça s'appelle The Daphne Project, hein, et Forbidden Stories, pour essayer de contrer tout ça et de pouvoir être encore plus fort et pouvoir donner vraiment une information, pouvoir contrer le droit des affaires, par exemple, puisqu'on a des lois qui sont en train de se mettre en place pour cette liberté d'information, des risques, évidemment. Et j'avais envie aussi de vous raconter un peu comment on pouvait, des choses très intéressantes, de comment on pouvait vous influencer sur ce que vous lisez. Il y a le pouvoir des mots, bien sûr. Le pouvoir des mots, c'est-à-dire que vous voyez par exemple aujourd'hui la communication du gouvernement qui remplace tel mot par tel mot. Très facile de manipuler l'information, très facile. Donc on va effectivement essayer de... On va remplacer, on va dire déconstruire la ZAD plutôt que la détruire. On va dire éloigner plutôt que déplacer. On va dire... s'intégrer dans un nouveau calendrier, comme l'a dit Cédric Villani, ou encore notre ministre de la Culture, qui, quand on lui demande si on va supprimer une chaîne, dit juste que c'est une bascule numérique. C'est très intéressant, les mots, hein. Il faut vraiment les manipuler. Alors j'avais envie de raconter un peu juste... quelque chose qui m'avait super étonnée et choquée. C'est-à-dire que, par exemple, ça se passe donc au mois de mars. Donc le vendredi 2 mars, il y a un sondage qui sort. Hein, ça sort sur Les Échos. Donc Les Échos, c'est Bernard Arnault. Hein, Bernard Arnault, qui est donc le beau-papa de Xavier Niel. Donc Bernard Arnault. Et donc là, vous avez la popularité de Macron profite de la réforme de la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas Emmanuel Macron, il ne dit pas le président Emmanuel Macron, il dit Macron comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas on est populaire, on est populaire. Ils ont dû garder les vaches ensemble, hein, mais bon. Et sur Libé, c'est tout le contraire. C'est le même jour, c'est aussi un sondage, mais la hausse de la CSG, Macron fait un double flop. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une presse, donc Libération, qui dit qu'il baisse dans les sondages, et le même jour, Les Échos qui disent qu'il monte dans les sondages. Qui a raison? Qui a tort? Je ne sais pas. Voilà. Après, il y a... En ce moment, donc, il y a... vous pensez que, par exemple, Facebook a réussi à... Enfin, était très gêné par Cambridge Analytica, bon, je ne sais plus, je vais le lire, Analytica, voilà. Et oui, un petit peu. Il se trouve qu'on a un spécialiste qui travaille aux Échos d'ailleurs, comme quoi la liberté d'expression existe, hein, qui travaille aux Échos d'ailleurs et qui s'appelle Nicolas Becquet. Et en fait, qui écrit beaucoup de papiers, qui n'a pas de preuves formelles, enfin qui n'a pas de papier formel parce qu'il n'a pas vu de contrat, mais qui raconte qu'aujourd'hui, les médias sont dépendants des réseaux sociaux, et non le contraire. Les médias, aujourd'hui, n'ont que ça, et ils essayent d'investir dans les réseaux sociaux. Donc vous le voyez de toute façon sur Facebook, tous les médias postent des choses sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook.
Donc, Nicolas Bequet dit aussi que, en fait, il y a quelques années, je ne sais pas, il y a 4 ans, 3 ans, Mark Zuckerberg s'est allié, enfin, a passé des contrats avec le New York Times, CNN, a payé des personnalités pour pouvoir apparaître sur le newsfeed de Facebook. Et Nicolas Bequet dit qu'aujourd'hui, il ne donne pas de données, certes, puisqu'on n'a pas le contrat, mais que tout ce qui est aujourd'hui publié sur Facebook, c'est-à-dire tout ce qui est Facebook Live, les stories, un peu tout ça, en fait, Mark Zuckerberg aurait passé des contrats avec les médias français, donc payer les médias français pour fabriquer du contenu. Évidemment, vous allez me dire pourquoi, c'est bizarre. Et le pourquoi, c'est que plus vous avez de médias qui vont relayer sur Facebook, plus vous allez avoir, vous accaparez, enfin, en tout cas, Facebook s'accapare, donc les annonceurs, la publicité, enfin tout ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire aussi bien enfin, l'information. Et donc aujourd'hui, on en est là. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui comment demain va se terminer cette histoire, et ça ne se terminera jamais de toute façon, puisqu'elle est en pleine évolution. Nous ne pouvons pas dire, et nous avons le pouvoir aussi, d'être des journalistes tous, et de pouvoir décrypter l'information sur plusieurs niveaux. Et il faut multiplier les sources et essayer de lire entre les lignes. Voilà, ce sera la fin de ma conférence.